Il est assis sur le carrelage, recroquevillé entre la table basse et la penderie, dos au mur, torse nu. Il porte un pantalon clair. Sa montre indique 10h30, probablement le matin. Sur son épaule gauche, un tatouage, peut-être un oiseau en vol, les ailes déployées, et la tête disparaissant vers l'omoplate. 2 paquets de gitanes sont posés sur le plateau. Le premier vide, le carton déformé, sans doute compressé, dans la poche du pantalon. Un briquet transparent repose sur le second. Le torse pivote vers la table, le visage tourné vers le cendrier. Concentré, il tapote la cigarette de son index gauche. Peut-être une crainte. La braise pourrait tomber à côté du cendrier, il ne le remarquerait pas. Il tirerait sur la tige éteinte. Quelque chose prendrait feu. Une odeur de brûlé. Ce serait le signal. « 35-37 ans, le front haut, les cheveux courts, mais pas trop, les oreilles dégagées. Un début de calvitie crée un golfe de peau qui remonte vers le haut du crâne. Le corps sec, musclé, mais pas trop, aucun ventre. Une cicatrice près de l'œil gauche. Est-ce là que la balle a glissé ? Est-ce vrai, ce suicide manqué qui lui a ôté la vue ? Il m'a dit qu'il était professeur. Il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Il avait toujours voyagé et n'avait pas voulu changer ses habitudes après. Il a parlé d'un accident de moto, je n'ai pas insisté. Le départ était fixé au mois de juin, après mes examens. Mon rôle consistait à préparer l'itinéraire, conduire le véhicule, lui prêter mon épaule et mes yeux, le guider dans les rues. Je n'avais jamais voyagé, je le connaissais à peine. Bab al-Yaman, la porte du Yémen, à l'extérieur des remparts de Sanaa, arche qui relie l'ancien monde et le bal tonitruant du nouveau. Depuis la chambre d'hôtel, j'observe les taxis et les motos qui pétaradent sans jamais s'interrompre. Les foules qui pénètrent à l'intérieur de l'enceinte, touristes, habitants et oisifs, chiens solitaires, ânes guidés par les marchands. Des pick-up chargés de bois mort sont garés à l'endroit où se poursuit la rénovation des remparts. Un panneau indique l'engagement de l'UNESCO. Le cri de Pasolini a-t-il été entendu? C'est lui, pendant le tournage des 1001 nuits, qui alerte l'opinion internationale sur le danger de ruine que court cette ceinture d'argile par un film improvisé, les remparts de Sanaa. Je détache les feuilles de cat, surpris par l'élasticité des joues yéménites. Chez eux, la sphère végétale peut atteindre la taille d'une balle de golf, parfois davantage. La mastication rend les muscles de nos mâchoires douloureux. Le jus contenu dans les feuilles se mêle à notre sang. Son effet stimulant et narcotique agit.
Devenu une fontaine de sueur dans la nuit froide de la capitale, il me répète d'une voix mi-déçue, mi-affolée, qui ne sent rien. Je sais que cette expérience compte beaucoup pour lui. Le voyage dans la sève l'a fait fantasmer par avance, autant que l'autre. Moi, je circule dans un réseau d'images. Rimbaud, la reine de Saba, les anonymes du jour croisés dans les rues, ces enfants étudiant le Coran, à même le sol, dans une cour jonchée de pièces détachées de voitures, pendant que leurs camarades jouent au cerceau, avec des jambes de vélo sans rayon, sous un soleil de plomb. Certainement pas des frères, ils ne se ressemblent pas, quoique de taille identique. Le premier porte un kéfier rouge et blanc, noué horizontalement, de façon à laisser les oreilles libres. Ses lèvres sont entr'ouvertes, comme s'il s'apprêtait à nous dire quelque chose. Sa main droite est tendue dans notre direction, comme s'il était traversé par le projet encore hésitant de nous serrer la main. Il est vêtu d'une djellaba blanche. Un blazer bleu marine laisse sa djambia bien visible, couteau traditionnel à lame courbe porté sur le ventre. Son compagnon nous adresse la même ébauche de sourire. Le plus viril, celui qui porte le kéfier bicolore, se tient à la droite de son ami et lui donne la main. L'autre, dont la main droite est rendue inopérante par ce geste, renonce du même coup à assurer lui-même sa sécurité. C'est au plus fort des deux de prendre en charge la défense symbolique du duo. Or, le fourreau de sa djambia est vide, la lame absente. Et cette main qui nous tend pourrait aussi bien pointer vers nous un couteau invisible. Son début de sourire signifiait une menace, l'injonction de partir, de quitter son pays. J'étais venu pour percer le secret de la cicatrice. Très vite, j'avais déchanté. Il ne parle pas, fume des cigarettes à la chaîne, mange à peine, boit quantité de coca. Dès qu'il entend le brouhaha des hommes se renforcer au sortir d'une ruelle de Taïs ou d'Odeiga, que je lui signale une rangée de maisons au bord de la piste, il imagine la bouteille fraîche, le verre constellé de perles humides, le liquide sucré à l'intérieur, son nectar des dieux. Il est tel une publicité vivante, inconscient du grotesque quand il me demande, alors que nous traversons un campement de huttes habité par des familles en haillons, des enfants nus et sales, s'il y a là un endroit où boire un coca. L'eau atteint sa poitrine. Il est déjà loin. Le niveau de la mer descend lentement. Il m'a demandé de le laisser aller seul. C'est la première fois qu'il me parle avec ce tranchant dans la voix. Maintenant, l'eau est à mi-cuisse. On dirait que le fond sablonneux hésite entre surface et profondeur. Il oscille entre deux états contradictoires, comme ce soleil qui éternise sa disparition, teintant l'horizon de son or incandescent. Aucun vent, aucune vague, aucune route qui lui permettrait de se repérer,
de bâtir une trajectoire sonore. Et s'il était venu ici pour en finir, l'eau plutôt que le feu, non plus dans la solitude mais avec un compagnon. Que dirais-je à sa famille? Je l'ai regardé sans réagir, obéissant idiotement à sa demande funeste. Je plaque mes mains en trompe, il n'entend pas. Je me rue vers le 4x4, le son du klaxon, faible et nasillard. L'eau atteint sa nuque. Sait-il nager? Soudain, son corps s'élève à nouveau, sa silhouette légèrement voûtée avance de profil, en ombre chinoise, comme s'il marchait sur l'eau. Non, il ne veut pas mourir. Juste éprouver le renouveau de ses limites, tester ses confins, marcher dans la mer. Rien d'autre que ce que je sais déjà ne pas savoir. Une glissade à moto qui serait à l'image de cette balle de revolver, qui au lieu de pénétrer à l'intérieur de son crâne, aurait glissé sur le maxillaire supérieur, détruisant ses yeux, inaugurant l'incessant devinement des ombres. Les Juifs disent que la reine de Saba est venue en Israël pour vérifier la sagesse et la richesse de Salomon. Elle voulait le mettre à l'épreuve, le soumettre à des énigmes, après lui avoir fait don d'une profusion d'épices, d'or et de pierres précieuses. Avec sa suite, elle avait traversé le Roub al-Khali, ce désert dont le nom signifie cœur vide. Elle a visité ses palais, étudié sa cour. Elle s'est recueillie dans le temple de Yahvé, interrogeant le roi au sujet de ce Dieu unique et personnel, dont elle a béni le nom, elle, l'adoratrice du soleil et de la lune. Au sud, on dit que la reine est repartie enceinte de Ménélik, le futur roi d'Éthiopie. Une légende qui a validé pendant 2000 ans la haute origine des souverains de ce pays. Qu'est-elle venue chercher à Jérusalem, la reine du Midi? Le sexe ou l'étonnement? Comme Rimbaud, qui voyagea dans son royaume, n'était-elle pas venue risquer son jeu en terre de Canaan? Créer une vacance où la promesse de l'autre pourrait se réaliser. N'est-ce pas elle? La Bilkis des Arabes, la Makeda des Éthiopiens, qui nous a crevé les pneus.
Inutile de lui dire à gauche, à droite, tout droit. Sur cette étendue plane et sans obstacle, toutes les directions se valent, sont possibles. Il est assis à la place du conducteur et passe la 4e. Nous roulons à près de 100. Sur son visage, la jouissance que lui procure les vibrations mécaniques qui nous propulsent. Cette sensation, il l'attend depuis toujours. Il la guette jusque dans ses rêves, où il se revoit parfois sur sa moto, lancé à pleine vitesse, les mains scellées au guidon, le torse plaqué contre le réservoir, consubstantiel à sa puissance. À combien sommes-nous? Toujours, il veut savoir. Il ne veut savoir que cela. Et maintenant, à combien sommes-nous? J'ai envie de lui répondre, sommes-nous encore? Nous filons à la vitesse de la disparition, sur cette langue de sel, au bord de la mer Rouge, où les figures du monde s'éteignent, leur forme gagnée par le flou. Pour les montagnes, les fruits de l'air, la concentration, lui, comme rupture. Le merle, le jet, le rouge-gorge, le fouillé de la terre, coché, pas pris. Besoin de coudre, avec peu de mots, pour faire un habit de distance. Complexe hiver, qu'envers du progrès, technologie fautive, message marathon. Quelle chance d'être près du presque possible, au milieu de ce rien. On craint en approchant de le faire tomber, mais c'est au bord, sans tomber. Des mains qui écoutent, des oreilles qui saisissent. Là-haut, la musique est aveugle, comme une douve de silence. La peur de l'ami, du feu proche, comme à l'approche de l'hiver, l'oiseau se retire dans son bec. Refus en forme de poire, en forme de pli, de singe, main de singe, sous les ongles du refus, dans un cachet d'aspirine, et que dire des refus, dans la vague écume, de cauchemars spirites. Je me bats pour qu'éclate, comme un beau crâne se fond sur les trottoirs de la République, la poésie, la vérité. L'auteur sortit par le toit de l'histoire, son rôle de maîtresse aveugle avec quelques notions de charpente,
Poète signifie ne pas rire. Ne pas rire du tout. Être ce rire qui ne rit pas. Si je vous demande de survivre là tout de suite, sans aucune préparation, est-ce que vous accepteriez? Non, d'abord je ne suis pas sûr que j'en serais capable. Vous voulez dire que vous n'auriez pas cette volonté-là de survivre? Je ne suis pas prêt psychologiquement. La survie, c'est tout un monde, des gestes, des codes, un état d'esprit. On ne survit pas comme ça, du jour au lendemain, ça n'est pas donné à tout le monde. Pourtant, au moment où je vous parle, vous survivez bien. Oui, mais je ne suis pas en situation de survie, je vis sans survivre. Paradoxal? Pas du tout. Vivre, ce n'est pas survivre. Vivre, c'est d'abord ne pas survivre. Pas d'accord. Vivre, c'est d'abord survivre. Vous êtes par essence en situation de survie. C'est vrai que là, je survis sans m'en rendre compte. Mais si je me trouve en situation de survie, je m'apercevrai alors qu'il y a au sein même de mon existence une opération de survie qui est en cours et dont l'enjeu est ma propre vie. Ici. Avant, il y avait du travail. Maintenant, il n'y a plus de travail. Il faut partir de ce village, chercher du travail ailleurs. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai toujours habité ici. Mon père est né ici, mes oncles, mes tantes, tout le monde vit ici. Maintenant, on ne peut pas rester dans ce village. Il n'y a pas de travail. Il faut chercher du travail ailleurs. On ne peut pas gagner de l'argent. Je vais chercher du travail ailleurs. Gagner assez d'argent, j'enverrai tout cet argent à ma famille. C'est difficile de partir. Ma famille est ici, mes oncles, mes amis, mes tantes, tout le monde vit ici. Parfois je me dis, il vaut mieux que je reste. Il vaut mieux ne pas bouger de ce village. Je ne sais pas si je vais trouver du travail ailleurs. Il vaut mieux attendre. Ce n'est pas possible de rester. On ne peut pas gagner de l'argent. On ne peut pas nourrir sa famille. Il faut quitter ce village. Je dois partir de ce village. Son implantation au Niger. Le magasin Colette ouvre un deuxième concept store en banlieue d'Alger. Les ventes de Porsche ont progressé de 300% au Cambodge. Un nouvel Apple Store vient d'ouvrir au Bangladesh. Les prévisions de vente de Rolex en Lettonie sont en force de hausse. Le nouveau magasin Dior Homme de Kaboul
a été dévalisé en quelques heures. Louis Vuitton a décidé de fermer sa boutique au Laos pour cause de rupture prématurée du stock. On s'attend à une marée humaine à 2 jours de l'ouverture du Night Town de Mogadiscio. Les bijoux Cartier profitent d'une pause de la concurrence au Libéria pour doubler un réseau de ventes déjà florissant. On estime que les ventes en immobilier de luxe en Haïti vont tripler dans les prochaines années. L'Éthiopie accueillera le prochain sommet du G20. Ferrari s'apprête à ouvrir une 2e chaîne de montage au Soudan. Le nombre de résidences secondaires au Nigeria est le plus élevé au monde. La mairie de Bucarest a choisi le nouveau revêtement de ses trottoirs. Ce sera du macrana blanc, un arbre précieux. Ce sont les femmes du Honduras qui sont les plus dépensières en accessoires de luxe pour animaux domestiques. On parle d'assécher les marais près de Cotonou en vue d'implanter un nouveau golfe géant. Time Warner a décidé de quadrupler ses dépenses marketing pour développer ses ventes au Mali. Je suis horrible. Je le sais que j'ai une tête horrible. Mais ce n'est pas vrai. Mais si je suis moche, tout le monde le pense, personne n'ose l'avouer pour ne pas me faire de mal. Mais ce n'est pas vrai. J'ai des cheveux moches, un visage moche, une bouche moche, tout est moche chez moi, des pieds à la tête. Mais ce n'est pas vrai. Ça ne sert à rien de prétendre le contraire. Je sais très bien ce qu'ils pensent, les autres. Je peux lire ce qu'ils pensent dans leur regard et c'est pas joli joli. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourtant facile à comprendre que je suis horrible. J'ai tout faux. Je le sais depuis toujours. Avant même de parler, je le savais déjà que j'étais une sale mocheté. Mais ce n'est pas vrai. Un cajot, un ton. Je n'ai pas peur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Oui, je suis horrible avec mes yeux jaunes. Je suis un pou humain. Mais ce n'est pas vrai. Si au moins j'étais voilé, les hommes pourraient imaginer des choses. Mais ce n'est pas vrai. Il pourrait y avoir des débuts de quelque chose de pas possible ici. Un compliment, les plis du voile, causés par mon sourire à fuir. Mais ce n'est pas vrai. Si je pouvais ne jamais quitter la zone d'ombre de la terre, en courant très vite, je poursuivrais la nuit éternelle, on verrait moins ce ratage intégral de la beauté. Mais ce n'est pas vrai. En plus, je n'ai rien à proposer pour compenser, ni le côté sympa des gros, ni les yeux qui pétillent d'intelligence, ni l'humour, rien que ma sale gueule et un coussin d'amertume pour la poser dessus. Mais ce n'est pas vrai. Je me demande si les animaux, quand ils sont moches, ils s'en prennent aussi plein la tronche. Probablement que si j'avais été une bestiole, le bon Dieu ne m'aurait pas épargné. Mais ce n'est pas vrai. Il a ses têtes, le bon Dieu. Il se venge de la méchanceté des hommes en créant les moches. Mais ce n'est pas vrai. C'est sur eux qu'il fait peser le dysfonctionnement de la planète pour que, quand on les voit, on se dise que ça peut pas marcher si c'est comme eux.
Pierre Boulez a acheté du jambon, 4 tranches. Il a préparé des endives au jambon pour sa femme et ses 2 enfants, Grégory Boulez et Sophie Boulez. Puis ils ont regardé la télévision ensemble, une émission un peu trash, où ils ont vu une engueulade en direct qui a beaucoup impressionné Myriam, la femme de Pierre Boulez. Myriam est allée se coucher la première, non sans faire remarquer que Grégory Boulez et sa sœur Sophie devraient être au lit. « Mais maman, on est vendredi !» Sophie Boulez commence à 10h à la mat. Grégory, lui, commence bien à 8h et il a sport. Pierre Boulez s'est levé et a éteint la télé. Il a demandé à son fils d'aller au lit. Celui-ci a obéi, sans marronner. Pierre Boulez est resté assis en silence avec Sophie Boulez pendant un moment. Il ne trouvait rien à se dire. Puis Sophie Boulez a décidé elle aussi d'aller se coucher. Elle a souhaité une bonne nuit à Pierre Boulez qui du coup s'est retrouvé tout seul, comme un con. Voilà que je me retrouve tout seul, comme un con, s'est dit Pierre Boulez en se levant pour aller se chercher une bière dans le frigo. Pierre Boulez a bu sa bière en quelques gorgées et a décidé d'aller se coucher. Myriam ne dormait pas encore. Elle lisait comme chaque soir quelques pages d'un livre qui ne finirait jamais. Pierre Boulez s'est glissé dans les draps et s'est endormi aussitôt. Myriam, quant à elle, est allée dans la salle de bain pour boire un verre d'eau. Et ensuite, elle a fait comme Pierre Boulez. Elle a éteint la lumière et s'est endormie. Peut-être pas aussi vite que Pierre Boulez, mais quand même assez rapidement. Jérémie. Quand je leur ai dit que j'étais poète, ils m'ont répondu que la place était déjà prise. J'ai même pas eu droit à un rendez-vous alors que l'annonce était parue le matin. C'était impossible que ce soit pris aussi vite. Françoise. Je me suis présenté juste après une fille pour le poste, j'étais venu très en avance. Derrière moi, il y avait environ 35 filles qui attendaient. J'ai dit que j'avais de l'expérience en poésie. La nana m'a tourné le dos pour parler à sa collègue de ses boucles de connasse. Elle m'a dit que le poste était pourvu du délire. J'avais vu la fille avant moi sortir les yeux en larmes. Putain, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule maintenant. Je leur dis plus jamais rien à ces sales races d'employeurs. James. J'ai eu le malheur de dire à l'agence que j'étais poète. Ils m'ont tout de suite rappelé pour annuler le rendez-vous, sous prétexte que quelqu'un qui avait visité avant s'était décidé. J'ai demandé à ma copine d'appeler, l'appart était toujours libre. Farid. Je crois qu'on devrait légaliser le testing pour que nous autres, les poètes, on cesse d'être considérés comme des moins que rien par cette société de merde. Il s'est passé quelque chose. On a entendu un sifflement. Le gars de l'autre côté nous a dit « Couchez-vous ». On a obéi. On a entendu un grand bruit. On a vu des morceaux de je ne sais quoi en l'air. On s'est serrés les uns contre les autres. On a été recouverts par une sorte de matière.
une poussière plutôt qu'une matière. Tout noir qu'on était. On est allé vers l'arrière. Quelqu'un nous a dit d'aller du côté droit, là où il y avait un tas de trucs empilés, sans nous dire exactement où. On était un peu perdus. Heureusement, ils sont arrivés avec leur matériel. Ils ont réglé ça vite fait. Ils nous ont dirigés vers la sortie. On a enfin pu souffler. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est passé ce jour-là, je me dis qu'on a échappé belle. Depuis l'aube, trouver un emploi se tenait accroupi derrière une barrique de rhum vide à l'arrière du saloon. De là, il pouvait observer la route de Chloride qui serpente vers les hauteurs avant de se perdre dans un dédale de lacets abrupts bordés d'arbres secs et rabougris. Trouver un emploi avait introduit 7 balles dans son chargeur et il se réservait la dernière. Il avait laissé, jetant un enfant, sa femme, à l'hôtel des voyageurs que tenait Pierre Klosowski, un enchanteur, qui assurait aussi la fonction de maire de la petite ville. À peine le soleil paraissait dans cette région qu'il calcinait instantanément toute tentative d'arbre, d'intelligence ou de pensée. Tout devenait plat, irréel, incandescent. La vengeance, à Chloride, était un mets poussiéreux qui se mange carbonisé. J'attends un enfant se doutait qu'il se tramait quelque chose et qu'il n'était pas là par hasard. Mais Pierre Klosowski, un enchanteur, avait reçu l'ordre de ne rien dévoiler de ses projets. Il en va de ma responsabilité de maire, se disait-il. Le dilemme était particulièrement pénible car Pierre Klosowski, un enchanteur, ne pouvait à la fois faire régner la paix et soutenir la violence en sous-main. Il s'apprêtait à frapper à la porte de « J'attends un enfant » quand une inspiration le poussa à regarder par le trou de la serrure. « J'attends un enfant » lui apparut, se peignant nu, face au miroir. Pierre Klosowski, un enchanteur, fut gagné par une ferveur que le pasteur du petit temple local nommait coupable. Derrière sa barrique de rhum vide, trouver un emploi, crut que le moment tant attendu était arrivé. En réalité, la première caravane qui parut au sommet de la colline était conduite par le château de ma mère, un colporteur doublé d'un charlatan de la pire espèce, dont le seul but était de plumer la population locale. Le château de ma mère s'était arrêté pour se soulager derrière un cactus. Il trimballait avec lui une sorte de double, affecté d'un retard mental et d'une bosse sur le front qu'il avait surnommé Photoshop 7 pour les nuls à cause de sa claudication. Le château de ma mère et Photoshop 7 pour les nuls s'installèrent à l'auberge où J'attends un enfant, sous l'œil exorbité de Pierre Klosowski, un enchanteur, achevait de se coiffer. Il fut reçu par apprendre à maîtriser ses émotions, qui les dirigea vers les étages supérieurs, les moins chers. Vers 6 heures du matin, une colonne de poussière s'éleva. Trouver un emploi fit pivoter une dernière fois le barillet de son colt. Malaise dans la civilisation apparut à l'horizon. Son cheval d'un noir de jet, café d'impatience, juste avant l'assaut.
Mon père fumait beaucoup. Sexe et cigarettes avaient pour lui la même valeur futile. Quand les nuits étaient longues et que le désir de converser le prenait, il arrivait qu'une fois sa réserve de gitane épuisée, il redonne vie à ses mégots, tirant dessus jusqu'à consomption du filtre. La vocation de mon père pour le célibat fut contrariée par un contrat de mariage auquel il s'obligea afin de faire quelque chose de sa vie. Dès l'arrivée du premier enfant, son besoin d'entreprendre se mua en frénésie que seule la maladie et le second choc pétrolier parvinrent à freiner. Mon père privilégiait une humilité de l'existence, une modestie des rapports, qui lui faisait dire « le bonheur est fait de petites choses » ou bien « on ne peut pas tout attendre de la même personne ». De cette exigence limitée, il tirait un contentement de la présence, le bénéfice souverain de l'immédiat. Le client le plus riche de mon père portait des vêtements élimés et circulait sur une mobilette hors d'âge. Ce constat de la mesquinerie humaine le conduisait à déserter souvent son agence immobilière. Il était attablé dans un café avec un sexagénaire de sa connaissance, à l'heure où les lycéens se retrouvent. Désignant une adolescente, l'homme murmura « Je crois que j'ai un ticket ». Ce regard concupiscent du vieil homme sur la jeunesse fut pour mon père la cime inégalable de l'obscène et de la méprise sur soi-même. De 1974 à sa mort, mon père porta la barbe et les cheveux longs. Ce sursaut hippie de 30 ans le libéra des manipulations hasardeuses des coiffeurs. Que pensait-on de ce Jésus anachronique, en costume cravate, au milieu des années 80, au cœur des années fric? Quand il ouvrit une concession Alfa Romeo, c'était par goût des belles voitures. Plus tard, quand il implanta Porsche, c'était l'heure de la frime. Ce fut à la marque allemande qu'il demeura fidèle jusqu'à la fin, témoin cette Porsche ruinée qui somnolait dans son garage, attendant en vain on ne sait quel miracle mécanique. Supportant mal les confidences et velléités artistiques de ses proches, mon père se dégageait par un conseil, toujours le même. Il faut un sujet. Son permis de conduire lui ayant été retiré, mon père choisit de maintenir cette honte au secret. Il fit l'acquisition d'un scooter 50 cm3, c'est-à-dire une mobilette, avec lequel il ralliait chaque été sa maison de vacances à 600 km de là. En guise d'explication à ce calvaire routier, il invoquait la lassitude que lui procurait la vitesse, le désir de s'attarder en chemin,
chacun le crut. À la tondeuse, à la bêche, au râteau. Mon père préférait le sécateur, seul instrument capable de lui procurer un bonheur total de l'outil. Était-ce le son que les lames font en se croisant, ce mouvement d'ailes que leur manipulation imite, comme on dit, fendre l'air? Quelques minutes avant de mourir, mon père reçut la visite d'une infirmière qu'il avait surnommée « Voilà », suivant son habitude de rebaptiser chacun selon une attitude ou un geste spécifique, un tic de langage. Voilà, signalant son entrée et sa sortie de la chambre d'hôpital par la formule éponyme, mon père avait fait d'elle une arrivante perpétuellement anonyme. Quand Voilà prit congé de lui pour la dernière fois, elle entendit prononcer un ultime « Salut, Voilà ». D'après le témoignage de Voilà, cette parole fut la dernière adresse de mon père au monde des vivants. Merci à vous d'être venus. Merci à David Fenech d'avoir repris une collaboration avec moi après bien des infidélités, mais je lui ai pardonné. On se refait pas. Merci à la Maison de la Poésie, à Lénie, à Antoine, à Olivier Chenançon, à Marc, à la billetterie. Et j'ai donc publié un livre qui s'intitule Soleil gris-gris. J'ai l'intention d'en faire encore un dans 10 ans. Voilà. Donc la prochaine lecture, je vous donne rendez-vous dans une dizaine d'années. Si je trouve un éditeur, puisque c'est pas facile l'édition de poésie. D'ailleurs, je remercie mon éditrice Catherine Tourné et les éditions de Lanskin qui ont publié Soleil gris-gris. Et si toujours vous avez envie d'acheter mon livre, il se trouve à la librairie en haut au prix de 12 €. Nous avons négocié ce prix pour qu'il puisse être à peu près accessible à toutes les bourses. Merci beaucoup. Merci.